All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve aujourd'hui pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le week-end dernier, le site Relay.sc a fait une petite interview de Peter Bush, vice-président chez Faceware Technology, l'entreprise qui a inventé la technologie FOIP qu'on a vue à la Gamescom. On apprend que c'est CIG qui a contacté Faceware et que coup de chance, ils étaient déjà en train d'adapter leur techno de reconnaissance faciale pour le jeu vidéo, mais CIG a été leur vrai premier client. Les discussions ont duré pendant la première moitié de l'année 2017, mais l'implémentation de base s'est déroulée durant les quelques semaines précédant la Gamescom. La démonstration de la Gamescom a d'ailleurs tellement augmenté le trafic sur leur site qu'il a craché 2 fois. Leur partenariat dure apparemment depuis des années et CIG utilise un autre logiciel de Faceware, l'Analyzer and Retargeter, qu'ils utilisent pour les animations de Star Citizen et Squadron 42. Plusieurs de leurs employés ont entendu parler de Star Citizen dès 2012 et certains sont fans des anciens jeux de Chris Roberts. On apprend que parmi eux, certains travaillent dans l'animation depuis 20 ans sur des licences telles que Hitman, GTA, Call of Duty, Red Dead Redemption, Destiny, FIFA, NBA et Battlefront. Enfin, ça sera à CIG de prendre la décision, mais leur techno n'est pas indispensable pour Star Citizen et pourra certainement être désactivable. Et elle sera calibrable sur votre visage afin d'éviter que quelqu'un d'autre passe devant la caméra et perturbe la reconnaissance faciale. Lundi, c'est Steve Banner qui a répondu aux questions pendant le Citizen of the Stars avec énormément de bonne volonté. On apprend que c'est les tests des Evocati qui vont déterminer combien de joueurs pourront être dans la même instance. Et pour le reste de l'émission, bah voilà quoi. Will there be an actual use for the toilet in our ships? Light or dark beer? If my character farts in a sealed spacesuit, what happens? Will I be able to see my reflection in the tears of my defeated foes? That's it? That's it. You survived. You can go back to your real job now. That's all the questions you guys have? That's all we can fit in 2 minutes. Like, that's the toughest ones you have? well, Seriously, if you fart in a spacesuit, and you really fart in a spacesuit, what you should totally go for is like it just fills up. It fills up. It fills up. The ones we couldn't get to. Will we feel the need to pee? What are your favorite pizza toppings? You see what I have to work with. Le lore-post de mardi était le témoignage d'un Tevarin. Élevé sur Manius 2, il a toujours vécu en se fondant dans la masse des humains avec qui il vivait. Mais avec la découverte des ruines Tevarin sur Cabal 3, il a soudainement eu envie d'en connaître plus à propos de ses origines. Il a alors pris contact avec la Société de préservation Tevarin qui allait justement organiser le Liorage, un rituel n'ayant pas été organisé depuis la fin de la guerre Tevarin en 2610. Ce rituel se déroule apparemment sur Elysium 4, le monde d'origine des Tevarin, lors de l'apoapside, c'est-à-dire quand la planète est le plus éloignée de son astre. Le rituel se déroule dans le grand temple de Rijora, où les participants doivent effectuer une série de 98 mouvements à exécuter en parfaite synchronisation avec les autres participants, afin de, je cite, être en harmonie avec les Tevarin passés et futurs. Pendant les 7 semaines précédant la cérémonie finale, le Tevarin qui témoigne explique que lui et les autres se sont longuement entraînés à exécuter ce rituel, tout en vivant quotidiennement ensemble afin de travailler la cohésion de leur groupe. Le jour de la cérémonie, des manifestants aussi bien humains que Tevarin sont venus protester contre cette cérémonie. Pour les humains du groupe Nemesis, sûrement en référence à la bataille d'Idriscat durant la première guerre Tevarin, leur principale crainte est que ce genre de cérémonie crée un fort mouvement identitaire chez les Tevarin et que cela mène à une 3e guerre contre l'humanité. Les manifestants Tevarin, eux, estiment que ce genre de cérémonie est une profanation de leur héritage. Hormis cet incident, la cérémonie s'est déroulée sans problème. Mercredi, Patrick Salerno nous a présenté un bug sur le sabre pendant l'émission Bug Smashers. Visiblement, au moment de la destruction du vaisseau, le corps de l'appareil était bien expulsé, mais pas le nez. Comme pour beaucoup d'autres éléments du jeu, les données relatives au sabre sont contenues dans un énorme fichier XML de plusieurs milliers de lignes. Et récemment, Patrick a modifié ce fichier pour intégrer de nouveaux effets visuels lors de la destruction du vaisseau. On peut voir qu'il y a une différence importante entre l'ancienne version et la nouvelle version du fichier. Et sans surprise, il manquait juste quelques attributs à une des balises du fichier XML relative au nez du vaisseau. Plus précisément, il manquait les attributs Detach Ratio, Detach Base Force, Detach Random Rotation et Detach Probability, qui servent justement au calcul du mouvement du nez du vaisseau au moment de l'explosion. Jeudi, on a eu droit à un nouvel épisode de Burn Down pour nous présenter les derniers bugs bloquant la sortie de la 3.0 pour les Evocati. Clive Johnson, qui a l'air aussi claqué que moi ce week-end, nous explique qu'il a dû corriger un bug où toutes les actions du joueur étaient extrêmement lentes. Alors l'explication est assez compliquée et pour le coup je vais pas rentrer dans les détails pour éviter de dire trop de conneries. Si j'ai bien compris, en termes de netcode, il faut gérer entre autres le décalage qu'il peut y avoir entre l'horloge du serveur et celle du client. Pour gérer ça, on ne doit pas tenir compte de la latence, car le temps de communication client-serveur n'est pas nécessairement le même quand ça va du serveur vers le client. Au lieu de ça, ils se servent de séries de données qu'ils échangent entre le client et le serveur et qu'ils ajustent avec des calculs mathématiques, notamment avec la méthode des moindres carrés. La première donnée dont ils étaient censés se servir pour des calculs était rejetée, mais pas la deuxième, et du coup, ça faisait un delta énorme et ça faisait complètement capoter les chiffres obtenus, ce qui causait le ralentissement en jeu. Je trouve que c'est un peu dommage que l'émission de Bug Smashers n'ait pas porté sur ce bug là. 10 minutes pour nous dire qu'il y avait 4 attributs oubliés dans un fichier XML,
J'aurais carrément préféré que Clive Johnson rentre un peu plus dans les détails sur ce sujet-là qui porte sur le netcode et des calculs complexes, mais bon. Race12 s'est chargé de corriger le bug majeur de la Gamescom. Quand un joueur utilise le siège d'un vaisseau ou une boutique, il est marqué au niveau du serveur comme utilisant cet élément, en lui attribuant ce qu'on appelle un jeton. Et ce qui se passait, c'est que si un joueur se déconnectait pendant cette utilisation, le jeton d'utilisation de cet élément n'était pas libéré. C'est ce qui a fait qu'à la Gamescom, après que le pilote ait crashé, les autres joueurs n'ont pas pu utiliser le siège du vaisseau qu'il avait abandonné. Matthew Webster explique qu'au moment où il parle, il restait 2 bugs avant la release de la 3.0 pour les Evocati. Mais il y a eu un problème au niveau de leur système de build. Apparemment, au moment de créer un build, le système responsable de cette tâche ne prenait pas du tout en compte les dernières modifications au niveau de la base de données. Ils se sont aperçus que c'était la cause responsable de plusieurs problèmes, notamment des armes qui n'apparaissent pas dans certaines boutiques. Et en prenant en compte les dernières modifications de la base de données, le dernier build avait quand même de nombreux crashs. Ils ont bien réussi à atteindre le palier des 0 bugs restants, mais ils en ont trouvé d'autres dans la foulée. Chris Roberts a donc pris la décision durant une réunion de repousser la sortie de la 3.0 pour les Evocati, car il a estimé que même pour des testeurs, l'expérience serait beaucoup trop désagréable. A partir de maintenant, Eric Kieron Davis précise que les différents responsables de chaque partie du projet et Chris Roberts vont se réunir pratiquement chaque jour pour évaluer les builds et décider s'ils déploient ou non la 3.0 pour les Evocati, donc ça peut très bien tomber la semaine prochaine. L'émission parle ensuite de certains défis qu'ont posé les objets utilisables, notamment au niveau des animations entre les personnages et les objets. Tout part des sièges sur lesquels les personnages peuvent s'asseoir. Le système conçu pour ces sièges a évolué pour accueillir l'utilisation d'objets plus complexes comme les terminaux à pirater. La première version du système consistait à définir une par une toutes les actions que l'on fait inconsciemment en utilisant un objet pour chaque objet. Dans cette première version, chaque objet utilisable se voyait attribuer des points d'entrée auxquels était rattachée une animation à jouer lors de l'utilisation de l'objet via l'un de ces points d'entrée. Ils se sont rapidement rendus compte que ça prendrait beaucoup trop de temps et d'argent à tout faire à la main en traitant chaque objet un par un. Ils ont donc pris la décision de mettre en place un système beaucoup plus dynamique avec l'intelligence artificielle qui gérera certaines actions sans que les développeurs aient tout à faire à la main. Par exemple, s'asseoir à une table aura un groupe d'animations possible, mais c'est l'intelligence artificielle du jeu qui décidera quelle animation jouer en fonction de l'endroit d'où vous arrivez et de votre vitesse d'arrivée afin de jouer un mouvement qui sera le plus naturel possible. C'est aussi vrai pour lorsque vous allez arrêter d'utiliser cet objet. En fonction de la direction vers laquelle vous choisirez de sortir de cet objet, une animation différente sera jouée. Ce dynamisme dans l'exécution des animations ne s'arrête pas là. Certaines animations pourraient être modifiées à la volée en fonction de ce qu'il se passe en jeu. On aura l'animation de base pour ce qui est de recharger une arme, par exemple, mais cette animation sera modifiée à la volée par le jeu en fonction de la façon dont vous tenez votre arme, en fonction des équipements qui sont dessus. Ils essaient de rendre tout ça le plus fluide possible afin qu'il n'y ait pas de changement brusque durant les transitions d'une animation à l'autre. Il y aura des milliers d'objets utilisables sur les planètes, dans les vaisseaux et dans Squadron 42, donc ils ont dû en optimiser le processus de création afin de pouvoir rendre disponible un nouvel objet et son lot d'animation aux autres développeurs en l'espace d'une journée. En tout cas, on a pu voir à quoi tout ça ressemblait avec différents PNJ interagissant avec leur bac à sable favori, à savoir la fameuse table de la cantine de l'Idris qu'on retrouvera dans Squadron 42. Vendredi, on a appris qu'Intel profitera de la CitizenCon du 27 octobre pour faire la promotion du Optane 900P. C'est pas un nouveau vaisseau, mais un SSD indiqué dans des documents ayant fuité comme étant optimisé pour Star Citizen. Chris Roberts et Intel s'étaient déjà rapprochés pour parler de ça en 2015 et il semble que le projet arrive à son terme. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais je vous propose d'aller lire le post de Samplon95 sur le forum de jeuxvideo.com qui a déjà fait une analyse très complète de ce qu'est ce nouveau type de SSD et en quoi ça va impacter Star Citizen. Je vous mets le lien dans la description. C'est pas la première collaboration entre CIG et Intel puisqu'ils avaient équipé les PC de CIG sur leur stand à la Gamescom 2016. Et même si des géants de l'informatique aussi renommés que AMD, Amazon et maintenant Intel cherchent autant à avoir leur nom associé à Star Citizen, il y en a toujours pour dire que c'est une preuve de plus que le projet va droit à la catastrophe. Toujours vendredi, Tyler Whitkin a confirmé plusieurs informations concernant l'origine X1. Le modèle de base sera une motojet polyvalente avec une arme et sera fournie avec le 600i. La seconde version sera moins lourde et plus agile, et la troisième sera dédiée à l'exploration avec une coque renforcée et un second générateur de bouclier. Le Nox sera le vaisseau de prêt en attendant que le X1 soit prêt pour le vol. Ce vaisseau a été mis en vente vendredi soir et c'est grâce à ça que le projet a franchi le palier des 160 millions de dollars. Enfin, on est vraiment passé à 2 doigts de la sortie de la 3.0 pour les Evocati. Comme je l'ai dit plus tôt, durant le début de la semaine, ils sont parvenus à atteindre les 2 bugs restants, puis 0, puis ils en ont trouvé d'autres au moment de décider s'ils déployaient ou non la mise à jour. Brian Chambers a joué avec Noner sur Twitter, et au moment de l'enregistrement de l'émission Burndown, ils étaient remontés à 5 bugs. Et enfin, samedi, on a appris que le nombre de bugs restants était finalement de 1. Avec un peu de chance, ça sera pour la semaine prochaine. C'est tout pour moi, je vous dis à samedi prochain en espérant que les Evocati aient enfin la 3.0 d'ici là. Sur ce, portez-vous bien citoyens.